RMC After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique numéro 6, notre podcast 100% football africain, 2 fois par mois, des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers la CAN 2025. Ce sera au Maroc à partir du 21 décembre prochain. À mes côtés, comme à chaque épisode, notre spécialiste foot africain RMC, Hamza Ramani. Salut Hamza. Salut Nico, salut à tous. Après le Maroc, après la République démocratique du Congo, après l'Algérie et le Sénégal, place au tenant du titre. Vous avez reconnu mon maillot, la Côte d'Ivoire, mais alors la blasphème. J'ai un vieux maillot de la Côte d'Ivoire. Il faut rajouter une 3e étoile, car oui, la Côte d'Ivoire a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. On va en parler ensemble. C'est une des grandes questions. Est-elle une des grandes favorites pour la CAN au Maroc, au même titre que le Maroc, justement, l'Égypte ou le Sénégal? Peut-elle être la première sélection à conserver sa couronne depuis l'Égypte en 2008? Qui sont désormais les leaders de la sélection des éléphants? Et puis, autre grande question, grande attente, est-ce que la Côte d'Ivoire va enfin rejouer une Coupe du Monde 12 ans après la dernière, c'était en 2014 au Brésil? On débriefera aussi avec toi, Hamza, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine qui sont joués ces dernières heures. Et puis en fin de podcast, les infos foot africain avec toi. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la Guinée, une sélection en crise et une fédération secouée par une affaire concernant son président. Retour aussi évidemment sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions notamment. Et puis un petit mot quand même de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui a débuté. Exactement. Mais d'abord, on accueille le patron des éléphants. Près de 300 matchs au plus haut niveau en tant que joueur. Ancien Nantais, ancien joueur de Reading, ancien Niçois aussi. International ivoirien, 44 sélections si je ne dis pas de bêtises. Et depuis janvier 2024, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, l'homme qui a amené les éléphants au sommet de l'Afrique. Emers Faye est avec nous dans le podcast After Afrique. Salut Emers. Salut, bonsoir à tous. En direct d'Abidjan, quel plaisir de te retrouver mon cher Emers. J'ai eu la chance de te connaître il y a 20 ans. Tu étais un jeune footballeur quand tu as démarré en 2003 au FC Nantes à la Genelière. Donc j'étais hyper ému aussi quand je t'ai vu triompher avec les éléphants chez toi en Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara. On va en reparler dans un instant. Tiens, avec nous également un ami d'RMC, ancien journaliste de Canal, aujourd'hui visage du foot pour la chaîne ivoirienne NCI. Malik Traoré est avec nous. Salut Malik. Salut Nico, salut Hamza, salut Emers. Beau gosse avec le maillot. T'as vu? Étoile, mais beau gosse quand même. Je te garantis pas qu'il est officiel celui-ci. Je l'avais acheté sur la plage de Grand Bassam. Et depuis, voilà. Ça se voit. Pour moi, c'est hyper important, hyper symbolique. Alors, messieurs, avant qu'on évoque ensemble l'actualité, petit plaisir. J'en parlais à l'instant. 11 février 2024, stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Souvenir, c'était sur RMC. Écoutez. Le corner pour Ademola Lookman au premier poteau, il y a un Nigérian, c'est touché, attention la deuxième tête et le but. Et le but du Nigeria sur sa première occasion, et c'est monsieur William Troost-Ekong, évidemment, 3e but dans cette compétition. Le Nigeria fait très très mal, le Nigeria est létal, 1-0 pour les Super Eagles. Allez, le corner de Simon Alingra, ça continue au deuxième poteau, la tête de Gradel et le but. Et l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas Max Gradel à droite, c'est pas Max Gradel, c'est Franck Kessié il me semble. L'égalisation de la Côte d'Ivoire qui revient dans cette finale de la CAN. Et comme le Nigeria avait marqué le premier but contre les Ivoiriens en finale d'une CAN, eh bien Kessié devient à jamais le premier Ivoirien à marquer en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations un partout. 28 minutes encore à jouer. Ghislain Conan à 40 mètres dans l'axe du terrain de nouveau pour Adingra qui va crocheter Aina, qui va entrer dans la surface, le centre. Il y a l'air. C'est le miracle dans le miracle. Évidemment, c'est Allaire. Évidemment, c'est Sébastien Allaire qui va peut-être donner la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est lui, le revenant du cancer, le revenant de la blessure à la cheville. Le centre parfait d'Adingra. Et du bout du pied, Sébastien Allaire qui donne l'avantage aux éléphants. 2-1 et il reste 10 minutes à jouer. C'est terminé. La Côte d'Ivoire va pouvoir broder sa 3e étoile sur le maillot orange. Ils sont partis de nulle part. Ils étaient au sous-sol. Et le miracle du miracle, c'est Sébastien Haller. C'est le visage, c'est le symbole de cette espérance. Il est parti du sous-sol il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est lui qui marque du bout du crampon. La Côte d'Ivoire, les éléphants sont champions d'Afrique pour la 3e fois de l'histoire. C'était avec Aurélien Tiersin au commentaire, en direct, sur place au stade Alassane Ouattara. Bon, Emers, je sais pas si tu avais déjà écouté les commentaires sur RMC. C'est un énorme shoot d'émotion, j'imagine, pour toi aussi. Tu as accompagné cette équipe pendant plusieurs mois, la préparation. Tu as pris le relais de Jean-Louis Gasset pendant la compétition. Tu les as amenés. Qu'est-ce qu'il t'en reste plus d'un an plus tard? Toujours des grands souvenirs, hein. Franchement, même là, j'en ai des frissons. J'en ai la chair de poule quand je revois les images, surtout quand j'entends aussi
les commentaires qui accompagnent les images. Hein. C'est toujours émouvant de revivre ces moments quand tu es très, très, très fort. Ça fait longtemps que je suis dans le foot. J'ai été joueur. Oui. J'ai connu beaucoup de belles aventures aussi en tant que joueur. Mais c'est vrai que cette CAN gagnée à domicile, pour ma première en tant qu'entraîneur principal, quand on connaît le dénouement, quand on connaît l'histoire de cette CAN, c'est vrai que franchement, c'est impressionnant. Et même encore aujourd'hui, un peu moins d'un an et demi après, revoir des images comme ça me donne encore la chair de poule. Quand tu te balades là, en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, on t'en parle encore tous les jours ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on m'en parle encore tous les jours, on me félicite encore aujourd'hui, même si entre-temps, depuis, il y a eu pas mal de matchs. Hein. Il y a eu des matchs de qualif CAN, il y a eu des matchs de qualif Coupe du Monde. Tout n'a pas été parfait. Donc, on me parle souvent des matchs, des derniers matchs en cours. Mais c'est vrai que ce souvenir-là, tous les Ivoiriens restera gravé dans leur mémoire à jamais. Et de temps en temps, ça m'arrive qu'on me reparle de cette CAN. Malik, qui avait été une des grandes voix de la Coupe d'Afrique, justement, c'était à domicile, la Côte d'Ivoire, toi pour la chaîne NC à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette victoire, pour la Côte d'Ivoire, pour le football ivoirien aussi, pour la sélection? Bon, déjà, Emers, il est très modeste, hein, parce que Mais comme d'hab. avant quand il était adjoint de Jean-Luc Gasset, il pouvait aller acheter son pain à la boulangerie tranquillement. Là, c'est plus le cas. Donc, c'était un petit peu un anonyme, malgré le fait que c'est un ancien international ivoirien. Voilà, là, aujourd'hui, voilà, il a changé de dimension, il a changé de statut. On rappelle quand même que depuis, il a été élu meilleur entraîneur africain de l'année au CAF Awards. Beaucoup de choses ont changé, forcément. Je pense que même Emers aura l'occasion d'en parler. Les équipes nous attendent avec des dispositions différentes, beaucoup plus bloc bas. Bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire reste quand même un pays qui compte dans le football, mais voilà, aujourd'hui, les choses ont changé. On est attendu. Forcément, il va falloir assumer aussi ce statut de favori-là qu'on n'avait pas forcément, même en tant que pays organisateur sur la dernière CAN. Donc oui, déjà, pour rentrer dans le sportif, c'est différent. Et puis, les Ivoiriens sont très, très, très exigeants. Ça a toujours été le cas, même sur la génération dorée. Hein. Vous imaginez que cette génération dorée, on va dire de 2006 à 2012, allez, peut-être même jusqu'à 2013, si je tire un peu, est allée en Coupe du Monde, certes, mais n'a pas gagné de CAN. Bon, je vais même rajouter 2014, aller en Coupe du Monde, mais pas gagné de CAN. Donc, vous imaginez quand même à l'époque comment le public était critique, hein, même envers les stars, hein, Didier Drogba, Yaya Touré, entre autres. Donc, cette exigence-là n'a pas changé aujourd'hui. Les supporters ivoiriens attendent que cette équipe de Côte d'Ivoire-là aille chercher cette 4e étoile et un 2e titre consécutif au Maroc, un pays ami qui nous a peut-être qualifiés, mais bon, il n'y a pas d'amis sur le terrain. Le sélectionneur l'a souligné il y a quelques mois déjà. Il y avait aussi Emers, on n'en a pas parlé encore. Toi, le souvenir d'une finale de CAN perdue, c'était en 2006 face à l'Égypte au bout d'une soirée épouvantable, suspense, match compliqué, à la dure, et la fin, la défaite pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu y as pensé, toi, à ce moment-là, quand tu es 18 ans plus tard au Stade Alassane Ouattara? Ouais, oui, bien sûr, hein, bien sûr. J'y ai pensé. D'ailleurs, ça a été ma première pensée quand j'ai été nommé et qu'on a appris le soir même qu'on était qualifié pour les 8e de finale. Je me suis dit que pour moi, c'était un super challenge de ramener la CAN à la Côte d'Ivoire en tant qu'entraîneur quand on sait que j'ai pas eu la chance de le faire en tant que joueur. Donc, c'est des souvenirs qui m'ont suivi tout au long de la compétition. Des souvenirs que je voulais pas revivre. Moi, je voulais vraiment que la fin soit heureuse comme elle a été et pouvoir ramener la CAN à la maison en tant qu'entraîneur. Alors que je l'ai pas fait en tant que joueur. Vraiment, c'est une fierté en plus pour moi et c'est des souvenirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui resteront gravés dans ma mémoire à vie, quoi. On peut dire que ta carrière d'entraîneur est déjà réussie en fait, hein, Emers. Ça y est, hein, tu peux t'arrêter demain, c'est bon, t'as réussi ta carrière. Combien de sélectionneurs n'ont pas de trophée dans leur carrière? Toi, tu l'as déjà, t'avais 40 ans à l'époque. Hamza. Petite question, coach, sur vos premières heures en tant que sélectionneur, justement avant les 8e de finale face au Sénégal. Quelles ont été vos demandes aux joueurs? Sur quels axes, sur quels leviers vous avez poussé justement pour redonner confiance à ce groupe qui était quand même meurtri, notamment par la défaite face à la Guinée équatoriale? Oui, effectivement, c'était un groupe qui était très, très meurtri. D'ailleurs, moi aussi, hein, j'étais très, très touché après la défaite contre la Guinée équatoriale.
2 jours après, il y a le départ de Jean-Louis aussi qui m'a beaucoup affecté. Il y a cette nomination qui arrive aussi le jour de mon anniversaire, pour la petite anecdote. Donc ça a été une journée particulière, riche en émotions. Donc c'est vrai qu'il fallait lever des leviers sur la confiance, parce qu'il fallait vraiment qu'on retrouve de la confiance. Et le deuxième levier sur lequel on a voulu insister, c'est il fallait vraiment que le groupe se reforme et qu'on sente une solidarité qui allait nous permettre de revenir avec les supporters. Ce qui nous a impressionné, nous, on était sur place, Malik, tout au long de cette CAN, c'était le calme, justement, apparent d'Emers Faé. Il était déjà très calme, très tranquille en tant que joueur, mais là, avec la pression énorme, tout un pays, l'enjeu fou autour de ce jeune sélectionneur qui est Emers, est-ce que tu as le sentiment que c'était un calme d'apparence, hein? Tu peux répondre en sa présence, évidemment, Malik. Hein. Bah écoute, ouais, mais je crois que comme c'est Simon Adingra qui l'avait dit, il avait une belle formule pour ça, il dit on était mort en fait, on peut pas mourir une deuxième fois. Donc je pense que ça nous a déchargé un petit peu, quoi. On revenait des enfers avec cette défaite face à la Guinée équatoriale. Après, il faut dire aussi qu'il y a un bon staff, hein, le coach Kouadio pour avoir une pensée pour lui, Guy Demel, bien entendu. Voilà, il était bien entouré aussi. Donc ouais, ça peut surprendre un petit peu, mais je pense que voilà, on abordait chaque match en se disant que, je parle sous le contrôle évidemment du coach, hein, je pense qu'on abordait peut-être chaque match en se disant, bon, de toute façon, voilà, on peut pas faire pire que ce qu'on a déjà fait, donc chaque match qui arrive est une occasion de faire beaucoup mieux. On prend les matchs les uns après les autres et puis on va essayer d'aller au bout. Mais c'est vrai que le huitième de finale, déjà jouer un huitième de finale face à un champion en titre qui quand même était très confiant. Faut le dire, le Sénégal. 3 matchs de poule réussis, 3 victoires, le sentiment d'être la meilleure équipe du tournoi. Avant le tournoi, il y avait beaucoup de critiques sur le Sénégal, mais dans la compétition, on a vu que c'était une équipe qui a produit du jeu, qui était offensivement au rendez-vous. Peut-être que voilà, peut-être qu'on avait un peu moins de pression, peut-être. Je pense que les joueurs ont dû se dire voilà, on peut être en face d'un authentique exploit, alors que juste avant, on était déjà dehors. Donc peut-être qu'il y avait une pression un peu moindre. La pression, par contre, je veux bien imaginer qu'elle était bien présente, 1 sur le match d'ouverture, 2 face au Nigeria, et puis forcément face à la Guinée équatoriale. C'est ce qui nous a un peu tétanisé et ce qui nous a conduit à cette défaite historique. Donc le calme du coach par la suite, ça me surprend à moitié, on va dire. Alors, la suite, l'après-CAN, bien sûr, on l'a dit, encore plus d'exigences autour de la sélection ivoirienne. Il y a une campagne de qualif, Hamza, pour la prochaine CAN qui a été mitigée, bien sûr. Le Côte d'Ivoire est qualifié, on va parler du groupe dans un instant avec Emers. 2e derrière la Zambie. Hein. Oui, effectivement, 4 victoires et 2 défaites pour les Ivoiriens, 2 défaites à l'extérieur en Zambie et au Libéria, mais face à la Sierra Leone. Effectivement, le plus important à ce moment-là, c'est quand même d'aller chercher la qualification, et la Côte d'Ivoire n'a jamais été en danger. Et moi, justement, j'ai une question pour le coach sur l'après. On a vu depuis votre arrivée il y a un peu plus d'1 an, vous avez disputé 12 matchs du coup en tant que sélectionneur, et vous avez convoqué plus de 50 joueurs. Vous en avez utilisé 43. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans une politique où... Quelle est votre politique de sélection justement des joueurs ? Est-ce qu'on voit encore beaucoup de changements parce que vous n'avez pas encore trouvé votre 11, parce que vous n'avez pas encore trouvé vos 20 joueurs ou 25 joueurs sur lesquels vous voulez vous appuyer ? Vous êtes encore dans un processus de test ? Je vais pas dire qu'on est dans un processus de test. En fait, la sélection ivoirienne a la chance d'avoir une 60aine de joueurs potentiellement sélectionnables. Et quand je dis potentiellement sélectionnables, ça veut dire qu'ils ont le niveau, pour nous, hein, le staff d'être des titulaires dans cette équipe nationale. Et c'est vrai qu'on fait souvent des listes par rapport aux formes du moment, par rapport aussi, bien évidemment, à la manière dont on veut jouer. Ce qui fait qu'on a essayé pas mal de joueurs. Mais pour nous, la manière dont on veut jouer est très très claire. Les profils de joueurs que l'on veut est très très clair aussi. Et on fait jouer la concurrence à partir du moment où on sait qu'on a la chance d'avoir l'embarras du choix. Donc
on a déjà une idée claire de ce qu'on veut faire pour les prochaines rencontres et pour les prochains objectifs qu'on a. Mais on a le choix aussi de sélectionner des joueurs, ce qui fait que entre deux sélections, il y a souvent quelques changements, quelques modifications, mais le fond de notre philosophie de jeu ne change pas et c'est ce qui va nous accompagner pour les prochaines échéances. Et Mers, t'es sélectionneur, bien sûr, c'est la difficulté que, on en parle souvent quand on parle de Deschamps ici à RMC et d'autres sélectionneurs, le temps est court pour imposer une philosophie à sa sélection. Certains, et je crois que c'est le cas aussi, Malik m'en parlait en préparant l'émission, il y a de l'exigence, on veut voir un plus beau football, plus esthétique aussi. Est-ce que tu arrives à mettre ça en place ou est-ce que il faut accepter que c'est très difficile d'être beau en sélection et que le but, c'est uniquement d'avancer et de gagner, quoi. Non, l'objectif premier, c'est de gagner. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on est Coupe du Monde, on était sur des qualifs CAN où ça aurait été difficile pour nous d'accepter qu'on ne soit pas qualifié pour la prochaine CAN. Et ce sera difficile aussi pour nous de comprendre qu'on ne soit pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, bien sûr, l'objectif principal, c'est de gagner. Après, quand je dis moi et mon staff, moi, j'ai été formé à Nantes, donc vous connaissez la philosophie et le jeu à la nantaise. Donc, bien évidemment que ma philosophie se rapproche beaucoup de ce qui se faisait à Nantes à mon époque. Donc, bien évidemment qu'on veut avoir la maîtrise sur les matchs, qu'on veut dominer, qu'on veut se procurer beaucoup d'occasions. Mais c'est pas toujours évident. C'est vrai, on a des fois des systèmes différents, on a des fois des joueurs différents, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les matchs. Donc, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, nous, ça fait partie de nos objectifs, d'avoir la maîtrise et de bien jouer, de produire du jeu, de se procurer des occasions, de marquer des buts, d'avoir un football spectaculaire, mais il faudra que ça prenne du temps. On va parler de certaines individualités dans un instant, Hamza, Sébastien Haller, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Seko Fofana notamment, et d'autres. Vas-y. Pour rester sur ce thème, coach, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément ou qui ne suivent pas forcément au quotidien le football africain les spécificités, en quoi c'est difficile de bien jouer au football et même de gagner, tout simplement, lors des matchs internationaux sur le sol africain, selon les adversaires, selon les altitudes, selon la qualité de la pelouse, selon la météo. Enfin, il y a plein de paramètres qu'on n'a pas forcément en Europe, mais qu'on a en Afrique et qui rend les matchs compliqués, y compris pour les grosses sélections. C'est très particulier en fait parce que le football africain est difficile dans la mesure où évidemment d'une pelouse à une autre c'est pas du tout le même contexte. Si on veut remettre justement pour anticiper peut-être sur les sujets qui vont arriver, en parlant de la campagne de qualif CAN par exemple. On a perdu face à la Sierra Leone au Libéria. Il faut rappeler quand même qu'on n'a pas pu s'entraîner dans les meilleures conditions la veille. Il y avait un problème d'éclairage. La pelouse était un petit peu compliquée. Ça nous a coûté d'ailleurs un joueur, Jean-Michel Seri, qui jusqu'à présent, ça fait plus de 4 mois de blessure. Il s'était fait une lésion au genou. Déjà, faut gérer ce contexte-là. Faut gérer les déplacements. Sur le dernier match, sur la dernière fenêtre internationale, peut-être que ça paraît évident pour certains, mais c'était plus compliqué pour nous. On a fait un déplacement du côté du Maroc pour défier dans un premier temps le Burundi. Ensuite, on revient à la maison pour jouer la Gambie, mais à la différence de la Gambie était sur place, avait déjà joué un match auparavant. Donc pour la récupération, c'est beaucoup plus simple. Nous, c'était plus compliqué parce qu'on a fait 4-5 heures de vol. On est arrivé à 7 heures du matin le samedi à Abidjan, avant d'avoir un jour de récupération, puis ensuite affronter la Gambie le lundi. Voilà, mais c'est le propre aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde ou de la CAN sur le continent africain. Ce sont des déplacements pas forcément évidents, avec des conditions qui sont pas toujours évidentes, mais bon, on n'a pas à se chercher d'excuses. C'est pour ça que parfois, oui, en termes de jeu, c'est pas terrible. Mais derrière, voilà, on est bien content aujourd'hui, je pense, encore une fois, d'être leader du groupe avec 16 points, ne pas avoir perdu, ne pas avoir encaissé de but. Ça, c'est quand même notable. Je crois qu'il n'y a que 2 équipes qui ont ce nombre de points-là, 2 ou 3 équipes qui ont ce nombre de points et peut-être cette invincibilité sur cette campagne de qualif Coupe du Monde notamment. Donc, pour l'expliquer au grand public, il n'y a pas que débarquer sur un terrain joué, il y a les déplacements, il y a la récupération, il y a la météo aussi, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et à chaque fois, même si on a l'impression que c'est évident,
il y a pas mal de joueurs qui sont pas forcément habitués à ces conditions-là, des nouveaux qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1, qui débarquent, qui font des premières sélections, qui se retrouvent à jouer peut-être à 16h, à 17h, C'est ça. voire à 18 dans un stade du Félicia qui est mythique pour nous, mais où il fait très 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 chaud. Je pense que vous avez l'occasion de vous en rendre compte. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'on peut minimiser, mais qui sont très importants aussi pour expliquer parfois, même pas des contre-performances, mais on va dire un jeu un peu moins de qualité, on va dire ça. J'ai l'impression qu'on parle aussi d'Evan Guessant. On va en parler dans un instant, qui découvre également les matchs en Afrique avec la sélection ivoirienne. On en parlera dans un instant. Emers Faé, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, est toujours avec nous. Malik Traoré, journaliste à la chaîne NCI, aussi dans le podcast After Afrique. Emers, où est l'attente la plus forte en Côte d'Ivoire autour de la sélection ? Est-ce que c'est celle de réussir la CAN ou celle de retrouver une Coupe du Monde ? Je dirais quand même que c'est retrouver la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est tout à fait logique que la Côte d'Ivoire vienne déjà au Maroc pour défendre son titre. Et on a un statut aujourd'hui sur la scène africaine qui est tellement importante que pour les Ivoiriens, faire une bonne CAN pour les Ivoiriens, ce serait la moindre des choses. Donc aujourd'hui, l'attente elle est surtout sur la Coupe du Monde parce que ça fera 12 ans qu'on n'y aura pas participé. Et on a aussi envie de montrer à la scène mondiale que la Côte d'Ivoire est une équipe et une nation sérieuse. Alors, on va parler des individualités, notamment, que tu convoques régulièrement dans ta sélection. Juste une question sur le fonctionnement. Comment ça se passe ? Parce que le propre des sélectionneurs africains, c'est peut-être encore plus de voyages que les sélectionneurs européens, par exemple. C'est venir en Europe, surtout, pour observer les joueurs. Comment on bosse à la tête des éléphants Emers ? Tu as un staff élargi quand même. Est-ce que toi-même, en tant que sélectionneur, tu voyages beaucoup ? Tu viens observer, superviser ? Oui, je me déplace énormément hein, sur l'Europe pour voir les différents joueurs. Il y a mon adjoint Guy Demel qui se déplace aussi beaucoup pour aller voir les joueurs parce que c'est toujours bien d'avoir des échanges directs avec les joueurs et de partager des moments, on va dire, intimes où vous pouvez aller manger avec eux, vous pouvez aller rencontrer leur famille. Il y a quelques semaines de ça, j'ai la chance d'aller à Florence pour voir Christian Kwame. On avait très bien discuté, très bien échangé dans un resto. J'ai pu en apprendre beaucoup plus aussi sur lui. Alors parlons des individualités, mon cher Malik. Je pose une question extrêmement simple. Malik, quel est le leader actuellement de la sélection ivoirienne, s'il fallait en choisir un ? Le leader de la sélection ivoirienne... Oui, Malik. Ouais, le leader de la sélection ivoirienne, pour moi aujourd'hui, alors c'est un leader qui est peut-être pas très vocal, mais c'est Franck Kessié, capitaine. Il a passé un cap, je pense, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, depuis son entrée, hein, lui qui avait été sur le banc face au Sénégal. Capitaine aujourd'hui. C'est un joueur qui a marqué l'histoire encore. Hamza le rappelait d'ailleurs. La stat que j'aime souvent rappeler aussi, c'est que c'est quand même le premier buteur ivoirien en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est une carrière solide. Atalanta Bergame, Milan AC, Barça quand même. Et voilà, je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est arrivé à maturité, qui s'assume, qui s'affirme dans son jeu et qui est devenu une pièce essentielle de l'équipe d'Emers Faé. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, cadres ou leaders dans cette équipe. Jean-Michel Seri, malheureusement, qui est un peu moins présent, enfin qui n'est pas présent à la faute à sa blessure. Je pourrais rajouter Evan Dika, Sébastien Haller. Voilà, il y en a quelques-uns, d'autres aussi qu'on a perdus, hein, comme Serge Aurier ou Max-Alain Gradel. Alors, en figure et en symbole, je dirais Franck Kessié, mais il y en a pas mal d'autres de joueurs d'expérience comme ça qui gravitent autour de ce fauteuil de leadership. Je pourrais même rajouter aussi quelqu'un que je trouve aujourd'hui qui est devenu un patron dans cette équipe, même s'il est jeune, parce qu'il a intégré cette sélection il y a 1 an et demi, c'est Yaya Fofana. Parce que Yaya Fofana, quand il est arrivé dans cette équipe, beaucoup étaient sceptiques sur sa capacité à endosser le rôle de numéro 1 des gardiens. Voilà. Et puis, c'était aussi l'assurance.
On a perdu Malik. On va jongler entre Malik et Mers. Tiens, avant d'évoquer le cas notamment de Sébastien Haller et de Simon Adingra, Hamza, où est-ce qu'on situe la Côte d'Ivoire aujourd'hui quand on parle de cet effectif-là? Il y a des joueurs, on va en parler, qui sont en méforme, des joueurs qui ont très peu de temps de jeu également dans leur club en Europe notamment. Où est-ce qu'on la situe cette sélection sur l'échiquier des favoris de la CAN? Très très haut, forcément, très très Mais haut. pas au même niveau, au niveau du Maroc, au niveau du Sénégal aujourd'hui? Le Maroc a quand même l'avantage du terrain et on le voit sur les différentes qualifications Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Le Maroc à domicile, c'est imprenable, tout simplement. Donc ça gagne tout. C'est vrai qu'il va falloir aller les chercher, mais effectivement, si on doit classer une hiérarchie ou si on doit établir un top 3 ou un top 5, la Côte d'Ivoire, pas 5e, pas 4e et peut-être même pas 3e. Donc évidemment, qu'en termes d'individualité, je disais déjà avant la précédente Coupe d'Afrique que c'est à mes yeux l'effectif le plus complet, l'effectif le plus impressionnant, celui de l'avant Coupe d'Afrique. Depuis, il y a eu le sacre ivoirien et de nouveaux joueurs qui ont su renforcer et qui se sont montrés aussi sportivement très solides, soit dans leur club, soit en sélection. Donc aujourd'hui, et le coach le disait, lui estime qu'il y a quasiment 60 joueurs potentiellement sélectionnables pour intégrer le 11. Effectivement, il y aura beaucoup de choix à faire pour le staff technique, mais c'est vrai que sur le papier, c'est une équipe qui est impressionnante. Dans ce groupe F de la CAN au Maroc, on en a parlé déjà, la Côte d'Ivoire jouera contre le Cameroun, contre les cousins camerounais, et il y aura le Gabon, le Mozambique. Il est dans ce groupe. Bon, ça devrait aller, les deux premiers passent, donc a priori, ça devrait le faire quand même. Les trois meilleurs, sachant qu'ils peuvent aussi les passer, trois meilleurs, ils le savent du coup les Ivoiriens, puisqu'ils ont, on rappelle, été pire qualifiés entre guillemets parmi les troisièmes de poule. Effectivement, je ne vois pas dans quel monde la Côte d'Ivoire peut se louper. Maintenant, attention à ce groupe qui est vraiment piégeux, avec des adversaires que l'on voit sur ces qualifs Coupe du Monde qui parviennent à performer aussi bien le Cameroun, aussi bien le Mozambique. Donc vraiment cette équipe ivoirienne qui en plus va retrouver une sélection qu'elle connaît par cœur, puisque c'est le Gabon. Ils sont déjà dans la même poule lors de ces qualifs Coupe du Monde et c'est vraiment une surprise. De voir la Côte d'Ivoire en tête de la phase de qualification Coupe du Monde, c'est évidemment quelque chose de logique, mais de voir le Gabon si près, ça c'est quand même une petite surprise. Je rappelle que le Gabon a gagné tous ses matchs sauf un, c'était la défaite en Côte d'Ivoire. Donc gros travail fait par le coach Mouyouma, et effectivement le Gabon ça peut être une surprise, et justement pour les qualifs Coupe du Monde, il y aura un match potentiellement décisif, 8e journée sur les 10 matchs en septembre avec ce déplacement à Franceville. Alors, Malik Traoré est à nouveau connecté avec nous depuis Abidjan vers Paris. Je voulais qu'on parle également, Malik, ensemble d'une des révélations de la CAN remportée par la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. C'est Simon Adingra, cadre du Brighton de Roberto De Zerbi, en difficulté depuis son départ, très peu de temps de jeu, barré par Mitoma notamment, joueur décisif lors de la CAN. Malik, est-ce que tu as le sentiment que ce garçon peut être relancé par la sélection, et surtout, est-ce qu'il doit changer d'horizon aussi en termes de club pour se relancer? Alors, premièrement, Nico, je pense pas qu'il peut être relancé. Moi, je pense très sincèrement qu'il va être relancé quand on lui fait appel en sélection. Ça s'est vu déjà sur le dernier match de qualif pour la CAN, déjà face à la Sierra Leone, où il avait marqué un but extraordinaire, un crochet du droit, frappe du gauche, un petit peu ce qui nous avait mis quelques mois auparavant face aux Seychelles, victoire 9-0 sur les qualifs Coupe du Monde. Donc, à chaque fois qu'il est en sélection, il performe. Il a été passeur décisif encore là sur la dernière sortie à la maison face à la Gambie. De toute façon, je pense que Emer Fael l'avait expliqué un petit peu aussi pour justifier sa sélection, parce que on se posait aussi la question pourquoi Simon Adingra est appelé alors qu'il n'a pas de temps de jeu. Le préparateur physique, quelques mois auparavant, le préparateur physique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Samir Amba, était allé voir à Brighton Simon Adingra après avoir discuté avec le staff. Voilà, même s'il ne joue pas beaucoup, il est bien physiquement. Et un joueur comme Simon Adingra qui est bien physiquement, qui est bien mentalement, en tout cas quand il vient en sélection, c'est difficile de se passer de lui. Et encore une fois, passeur décisif pour Sébastien Haller. Je pense que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est en sélection, en tout cas très souvent, nous montre de belles choses. Maintenant, en ce qui concerne son avenir, je pense que, en tout cas, je suis pas à sa place, mais avec le faible temps de jeu que Fabien Hüseler lui donne, il aurait envie de le garder. Je pense qu'il s'y prendrait autrement. Donc, ça donne forcément envie d'aller voir ailleurs. L'été prochain, ça va poser question. Maintenant, la vraie question aujourd'hui, c'est si Simon Adingra part, c'est partir pour aller où? Dans quel championnat? Avec quel football? On a parlé à un moment de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est d'actualité encore aujourd'hui, surtout que potentiellement, il va avoir un projet Ligue des Champions pour l'OM. Je pense personnellement que l'avenir de Simon s'écrit loin de Brighton. Après, il va falloir surveiller justement
où partir, dans quelles conditions. Est-ce que ce sera dans le cadre d'un transfert sec, un prêt payant, un prêt avec option d'achat. Bref, il y a pas mal de sujets qui vont venir sur la table. Il avait été approché par Sunderland dans le cadre d'un prêt sur la fenêtre d'hiver. Bon, ça s'est pas fait. Et je pense que c'est mieux comme ça. Donc beaucoup d'interrogations. Mais ce qui est certain, c'est que Simon Adingra est important pour la sélection, et à chaque fois qu'on lui fait appel, je pense qu'il arrive à faire ses preuves. Simon Adingra, c'est Gervinho qui était venu grâce à toi dans notre studio à Abidjan, Malik, qui nous avait dit c'est mon petit frère, c'est l'avenir, c'est l'immense espoir du football ivoirien, Simon Adingra. Il y a Sébastien Haller aussi, bien sûr, héros aussi de la finale avec Franck Kessié il y a 1 an et demi à Abidjan. Il est retourné dans son club, là où il avait explosé à Utrecht en Eredivisie. Il a retrouvé du temps de jeu lui en revanche, mais les stats sont pas folles non plus, Hamza. Ouais, pourtant il doit être le leader offensif, il a mis du temps à s'imposer comme le vrai neuf des éléphants. Mais ce qui est paradoxal, et encore une fois, pas que la dernière, mais les différentes Coupes d'Afrique nous l'ont prouvé finalement. Évidemment que pour un sélectionneur et pour un staff technique, j'imagine mieux vaut avoir des joueurs qui multiplient les performances plutôt intéressantes, qui jouent 90 minutes par match, effectivement. Mais on a pu voir par le passé que des joueurs étaient capables de briller, étaient capables de porter leur sélection sans forcément jouer en club ou en ayant un rôle de joker. Et c'est vrai que Sébastien Haller aussi vient de retrouver la sélection quand même depuis la dernière Coupe d'Afrique. Il a retrouvé du temps de jeu dans un championnat qu'il connaît parfaitement. Il marque en plus. Maintenant, il va logiquement retrouver le Borussia Dortmund à la fin de la saison puisqu'il est quand même sous contrat avec Dortmund. Je crois qu'il lui restera 1 an de contrat à ce moment-là. Donc on verra quel sera son prochain club. Mais c'est vrai qu'on a l'impression finalement qu'il y a des joueurs, je ne sais pas si c'est une généralité, mais il y a des joueurs pour qui il n'y a pas la nécessité de performer, de bien jouer en club pour être performant en sélection. Bon, voilà pour le cas de Sébastien. Je ne sais pas si Malik, tu veux rajouter quelque chose sur Sébastien Haller. Il a le poids aussi de l'héritage laissé par les autres avant lui. Il est énorme. C'est aussi lui qui doit supporter ce rôle de leader, enfin de buteur en tout cas, au sein de la sélection. Ouais, écoutez, moi je suis d'accord avec vous, effectivement, d'accord avec Hamza quand Hamza dit par exemple que il y a peut-être des joueurs parfois qui ils jouent pas forcément beaucoup en club mais qui sont performants. On a parlé de Simon, on pourra en citer d'autres. Mais Sébastien, et on en a encore eu la preuve sur ce rassemblement. Alors il a traversé une période assez difficile quand même entre Dortmund, Leganés, etc. En revenant quand même buteur. Passeur passeur décisif pour Evan Guessant face au Burundi, buteur face à la Gambie. Donc quand il est présent en sélection, il performe. Donc au final, qu'est-ce qu'on demandait à Sébastien Haller potentiellement pour le sélectionner parmi les critères définis au départ, c'est d'avoir du temps de jeu. Et de toute façon, quand vous avez du temps de jeu en club, ça vous ouvre les portes de la sélection. Et après, il faut démontrer à l'entraînement que vous méritez une place de titulaire. Parce que, attention, Sébastien Haller, oui, c'est un cadre du fait qu'il a fait beaucoup de choses en sélection, mais il n'est pas parti pour être titulaire systématiquement. Il y a de la concurrence. Il y a Evan Guessant, il y a Jean-Philippe Crasso, c'est 15 buts en Ligue 2 quand même, c'est peut-être l'attaquant qui performe le plus. Il y a la solution aussi avec Oumar Diakité. Donc, non, je pense que et Mers est le mieux placé pour le savoir, pour nous le dire. Aujourd'hui, quand il est appelé, c'est parce qu'il montre des garanties à l'entraînement que derrière, ça lui donne la possibilité d'être titulaire. Alors qu'encore une fois, il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent performer dans cette position de numéro 9. Et le dernier exemple en date, c'était Jean-Philippe Crasso sur les rassemblements précédents. Donc oui, c'est un cadre. Oui, c'est un joueur qui, à un moment donné, on peut toujours se poser la question, pourquoi lui mais pas un autre. Mais le problème, c'est que, ou en tout cas, la meilleure réponse, c'est qu'il démontre sur le terrain. Et sur la dernière fenêtre, il a montré qu'il était encore un joueur important pour cette sélection en étant décisif, pas que sur un match, sur les 2 matchs de la fenêtre. Exactement. Il a même été passeur décisif pour Evan Guessant que tu as cité, qui a marqué son premier but, ça y est, avec la sélection ivoirienne. Emers Faye est de retour avec nous dans le podcast After Afrique. On voulait parler avec toi, Emers, d'Evan Guessant qui est en train d'exploser en Ligue 1. Toi, tu ne l'as pas découvert il y a 6 mois non plus. En plus, il joue à Nice, un club que tu connais bien, où tu as entraîné les U19. Comment tu as réussi à l'intégrer, Evan Guessant? Lui n'est pas né en Côte d'Ivoire, il ne connaissait pas forcément le rythme des matchs en Afrique, également les longs déplacements. Comment se passe son intégration? Non, l'intégration d'Evan se passe très très bien. Sincèrement, sur ses premiers matchs, on savait qu'il avait besoin d'un but
pour lui donner un peu la confiance et pour lancer sa carrière internationale, comme il a lancé cette saison sa carrière en club. Et, c'est ce qu'il a fait lors du dernier rassemblement. Avec nous, en tout cas, que ce soit sur le terrain ou en dehors de terrain, il se comporte très très bien, il s'est très très bien intégré. Ses coéquipiers l'ont bien accueilli. Lui s'est bien intégré, adapté aussi à la vie en sélection. Donc tout se passe bien. Je suis content qu'il ait marqué sur le dernier rassemblement parce que ça va lui permettre d'avoir la confiance qu'il a en club, en sélection nationale, et je pense qu'il va beaucoup nous apporter pour les prochaines séances. Alors, il y a le cas Seko. Vas-y, Hamza. Non, moi j'avais une question. Avant qu'on parle de Seko Fofana. Plus globalement, alors je te laisse plutôt si c'est sur les individualités, parce que moi j'ai envie de réagir sur l'effectif. Seko Fofana, Emers, comme beaucoup de joueurs partis dans le golf, il a pris un peu de retard physiquement, il est revenu en Ligue 1 à Rennes cet hiver. Comment tu le trouves justement, Seko Fofana? On sait que parfois il était un peu critiqué au pays aussi, il choisissait un peu ses apparitions au sein de la sélection. Désormais, il semble avoir envie, toujours, surtout après la victoire il y a 1 an et demi à la CAN. Qu'est-ce que tu attends de lui et comment tu le trouves physiquement et psychologiquement? Seko, franchement, il se porte très très bien psychologiquement. Seko, c'est un compétiteur. Il faut savoir que quand il vient en sélection, il est toujours à 200% sur toutes les séances d'entraînement. Il est toujours très très impliqué, très très investi. C'est un joueur avec qui on échange, Guy et moi, énormément en dehors des trêves internationales. En tout cas, il est ultra motivé déjà à remettre notre titre en jeu pour la prochaine CAN au Maroc, et en plus de ça pour faire sa première Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que son passage en Arabie Saoudite, on va dire, l'a un peu diminué sur l'aspect physique, parce que c'est vrai que quand il était à Lens, tout le monde l'a vu, c'est un joueur qui avait un abattage physique extraordinaire, au-dessus de la moyenne, et c'est vrai que son passage en Arabie Saoudite l'a un peu diminué sur cet aspect-là. Mais son retour à Rennes va lui faire énormément de bien. J'ai déjà discuté avec Habib Bey justement par rapport à ça. Il m'a confirmé il y a 3 semaines de ça que Seko était en train de monter en puissance et qu'on petit à petit, au fil du temps, on retrouvait le Seko de Lens. Coach, moi j'ai une question. Alors déjà, je tenais à vous le dire, j'apprécie énormément votre discours sur les binationaux, la nécessité d'être sincère dans les choix au moment de choisir la Côte d'Ivoire ou plus globalement les sélections africaines. Et j'espère qu'on entendra ce type de discours beaucoup plus souvent, que ce soit de votre part et de vos collègues sélectionneurs ou d'autres dirigeants importants du football africain. Ma question est la suivante. Quelle est la politique aujourd'hui de la fédération ivoirienne par rapport aux binationaux? Est-ce qu'il y a des profils que vous ciblez? Et surtout vous, Emers Faé, sélectionneur, à quel moment vous intervenez dans le processus alors je ne vais pas parler de recrutement, mais processus au moins de discussion avec les joueurs et l'entourage des joueurs? Nous, le processus, il est très très simple. On part du principe où venir jouer pour une équipe nationale, ça doit être un choix qui vient du cœur. Donc, dans notre processus de sollicitation des joueurs binationaux, c'est toujours le staff technique qui prend en premier lieu le contact avec le joueur et son entourage. Donc, en l'occurrence, que ce soit Guy ou moi, on rentre en contact avec le joueur, on essaie de discuter un peu avec lui pour voir quel est son état d'esprit, quelle est sa vision par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où le joueur nous fait savoir qu'il a un intérêt pour notre équipe, on rentre en contact avec son entourage pour leur présenter le projet. Et après, une fois qu'on a ensemble discuté du projet, le joueur nous donne maintenant son aval pour venir jouer pour la sélection. Et à partir de là, le processus administratif est mis en place pour que le joueur récupère rapidement son passeport ivoirien. Après, étant binational moi-même, ayant commencé avec l'équipe de France et ayant rejoint la Côte d'Ivoire par la suite, je sais quels sont les enjeux pour les joueurs qu'on cible. Donc on a, je pense, le recul nécessaire pour savoir si les joueurs qu'on sollicite viennent par intérêt ou viennent vraiment par choix du cœur. Et l'exemple le plus flagrant que je pourrais vous citer, c'est l'exemple de Guéladoué. Guéladoué, dans les discussions, ça a été très très vite parce qu'on a de suite ressenti avec le staff une sincérité dans sa volonté de venir jouer pour la Côte d'Ivoire, même s'il avait des sollicitations avec la France. Et lui, c'était vraiment un choix du cœur. Donc naturellement, nous, on l'a sélectionné. Quand on voit aujourd'hui
ce que Gueye apporte à la sélection, on se rend compte qu'on ne s'est pas trouvé et que c'est un joueur qui vient défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire vraiment avec le cœur et avec amour. Justement, puisque tu parles Emers de Gueye Doué, on a envie de parler de son petit frère Désiré, bien sûr. Désiré Doué qui lui a donc choisi la France aussi. C'est aussi un binational, il aurait pu choisir la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Fédé ivoirienne ou est-ce que toi-même tu as fait des démarches déjà très antérieures pour sonder aussi sa volonté ou non de rejoindre la sélection ivoirienne? Oui, bien sûr, ça fait à peu près 2 ans qu'on discute avec l'entourage de Désiré et Désiré lui-même aussi en personne. Je l'ai rencontré déjà 2 ou 3 fois depuis les Jeux Olympiques. On a beaucoup échangé ensemble. C'est bien évidemment un joueur qu'on aurait aimé récupérer, qui a longtemps réfléchi, son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l'a sollicité, on va dire, dans le même timing que nous. Et pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France. Donc, on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale. Et nous, de l'autre côté, on va continuer à travailler déjà avec les joueurs qu'on a à nos dispositions et continuer à travailler aussi dans notre processus pour faire venir les binationaux que l'on désire. Hamza. Justement, il y a beaucoup de binationaux potentiels. On pense à Guillaume Rest, Lenny Yoro, Oumar Solé, Eli Wahi, Junior Kroupi. Il y en a tellement. On peut même parler de binationaux peut-être moins connus en France. Il y en a un qui est malien, Malik Yalkouye, où il y a aussi le jeune anglais Romain Essé Kouakou. À partir de quel moment vous entrez dans la danse, vous leur parlez et surtout, vous avez parlé de votre profil, ancien joueur de l'équipe de France devenu international ivoirien. Donc, vous avez un point commun du coup avec les Walid Regragui, Jamel Belmadi, Aliou Cissé. Quels sont les doutes, parce que vous, du coup, vous avez connu les deux sphères finalement. Quels sont les doutes aujourd'hui, sans trahir de secret, que peuvent avoir les joueurs lorsque vous discutez avec eux, les interrogations qu'ils ont face peut-être, je ne sais pas, au développement du football en Afrique, aux potentielles difficultés sur les longs trajets, je ne sais pas. Il y a plein d'interrogations potentielles. Quels sont les sujets récurrents qui viennent, j'ai envie de dire? Les sujets récurrents, franchement, ils sont pas très très nombreux. Finalement, quand on regarde bien, c'est surtout en termes d'organisation. Ils sont très très exigeants, très très pointus par rapport à l'organisation au sein de nos fédérations quand ils viennent, à savoir s'il va y avoir des bons terrains d'entraînement, à savoir s'il va y avoir des bons hôtels, à voir si au niveau de la nutrition ça va être aussi bien organisé que dans les grands clubs européens dans lesquels ils évoluent. Et puis le deuxième point qui revient vraiment avec tous les joueurs avec qui on est en discussion, c'est sur la faculté à avoir une équipe compétitive pour aller gagner des grandes compétitions. Ce sont des très grands joueurs qui jouent vraiment pour gagner, qui ont des ambitions de remporter des titres majeurs. Et c'est vrai que le côté où ils veulent avoir une équipe compétitive pour aller gagner des grandes compétitions revient quasiment dans toutes les discussions. Et j'ai une autre question, toujours sur cette vision du football africain qu'on a en Europe. Je me souviens de la Coupe d'Afrique au Cameroun, où il y avait eu ces polémiques avec notamment les Anglais qui refusaient de libérer leurs joueurs, puis on a décalé les dates FIFA. Ma question, elle est simple aujourd'hui. Il y a une CAN qui arrive au Maroc sur décembre-janvier. Les Anglais jouent à cette période-là. On pourrait potentiellement avoir des problèmes. Ma question est la suivante. Pourquoi aujourd'hui les fédérations africaines, les sélectionneurs prennent le temps de discuter avec les clubs anglais ou avec les autres clubs qui pourraient poser problème quand le calendrier FIFA et donc le règlement FIFA protègent du coup la Coupe d'Afrique des Nations, les fédérations africaines et potentiellement donc les joueurs qui seraient susceptibles ou qui seraient amenés à jouer ce type de compétition. Pourquoi est-ce que les pays africains discutent dans un premier temps et potentiellement derrière cèdent ? Moi, sincèrement, l'avis que j'ai sur cette question-là, je me rends compte quand même que depuis que je suis revenu dans le staff de l'équipe nationale, même au début avec Jean-Louis, on a de moins en moins de mal à faire venir nos joueurs. Même ceux qui évoluent dans les grands championnats, on a de moins en moins de mal à les faire venir. Mais par contre, là où les clubs anglais, même les clubs étrangers sont très attentifs, en fait, c'est sur l'échange et sur les retours
qu'on fait de leurs joueurs une fois qu'ils retournent en club. Et c'est vrai que pour notre part, étant donné qu'on a quand même un retour assez rapide et assez précis, où chaque club reçoit le rapport de son joueur avec toutes les précisions, avec les données GPS, avec le nombre d'entraînements qu'il a fait, avec le nombre de minutes qu'il a joué. Donc on envoie un rapport sous 48 heures avec toutes les informations dont ils ont besoin. Donc depuis qu'on a ce processus-là, je vais dire que c'est beaucoup plus facile de discuter avec les grands clubs étrangers et de nous libérer les joueurs. Et vous en avez beaucoup dans des grands clubs étrangers, en Europe notamment. Et merci beaucoup. On va te libérer. Évidemment, merci d'avoir passé quasiment 40 minutes avec nous dans le podcast After Afrique. On te souhaite le meilleur, bien sûr. Et puis quand tu passes en France, n'hésite pas. On t'accueille avec plaisir sur RMC, un podcast. Et bravo pour la trajectoire. Et peut-être un jour un club de Ligue 1 aussi. Peut-être à la tête d'un club de Ligue 1. Ça te plairait, Mers, entraîner un club de Ligue 1 un jour? Ou le FC Nantes d'ailleurs? Ouais, pourquoi pas. Nantes, vous savez, Nantes, c'est mon club de cœur. C'est le club qui m'a permis d'atteindre mon rêve. C'est le club qui m'a tout appris. Donc ouais, ce serait vraiment intéressant pour moi de faire mon grand retour un jour dans la Maison Jaune. Mais d'abord gagner la CAN, une qualif pour la Coupe du Monde également en 2026. Merci encore, Gagner la Coupe du Monde, pourquoi pas? Et gagner la Coupe du Monde, bien sûr. Pourquoi on s'empêche de le dire en fait? Exactement. Merci beaucoup, Emers. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Malik est toujours avec nous, lui, Malik Traoré, un journaliste ivoirien. Alors, Malik, on a appris il y a quelques jours que la Côte d'Ivoire a renoncé à organiser la CAN U20 à un mois du début de la compétition. Ça a été un petit séisme quand même, c'est l'Égypte qui va la recevoir finalement. Est-ce qu'on connaît la raison pour laquelle les Ivoiriens qui avaient organisé une magnifique, sûrement la plus belle CAN de l'histoire il y a 1 an et demi, se sont retirés pour l'organisation du CHAN? Pour l'organisation de la CAN U20, il n'y a pas eu vraiment de raison officielle évoquée. On parle beaucoup de raisons budgétaires. Voilà. Après, tout le monde y va un petit peu de ces bruits de couloir. On est sur une année très particulière en Côte d'Ivoire avec les élections présidentielles à venir en octobre 2025. Bon, moi, je peux entendre qu'il y ait des raisons budgétaires, sachant que on n'a pas. Il y avait beaucoup de rumeurs sur cette organisation de la CAN U20 sur la fin d'année 2024. Finalement, ça a été confirmé qu'il y a un mois, à peu près, au mois de fin février, début mars. Finalement, quand on a connu officiellement le comité d'organisation de cette CAN U20 qui allait se présenter officiellement chez le ministre des Sports. Donc cette histoire-là était un petit peu floue. Alors moi, personnellement, sur le plan sportif, je me réjouissais de voir quand même une belle génération des U20, avec notamment, tout à l'heure, Hamza l'évoquait, Malik Yalkouye, qui avait été sélectionné par le coach des U20, Younes Zerdouk. Mais bon, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que il y aura peut-être des sanctions pour ce désistement-là au dernier moment, malheureusement. Sanctions financières. On parle aussi d'une suspension pour les 2 prochaines éditions de la CAN U20 pour la Côte d'Ivoire. Bon, moi je trouve ça un peu dommage. Et puis je pense qu'aussi pour les garçons, on avait une belle génération, qui a été un petit peu qui va malheureusement louper une occasion de pouvoir s'exprimer. Et puis la génération U20, c'est quand même un beau vivier pour potentiellement les U23 et surtout les A plus tard. Donc bien dommage. On va dire que raison non officielle, malheureusement, puisqu'on n'a pas eu de communication en ce sens, on va dire que ce sont les raisons budgétaires, Ouais. Alors, il y a une affaire plus grave, Hamza, qui secoue un pays, une sélection africaine, une fédération africaine, c'est l'affaire Sampil. Il faut expliquer de quoi il s'agit. Oui, président de la fédération depuis plus d'1 an, Aboubacar Sampil fait l'objet d'une plainte pour détournement de fonds et abus de pouvoir. Selon une enquête de Sport News Africa, Sampil, qui a une double casquette, puisqu'il est aussi propriétaire du club de l'AS Kaloum, a profité de sa position pour détourner des ressources destinées au football guinéen. Un exemple des faits reprochés, le président aurait profité de 2 commandes d'équipement passées en février par la fédération auprès de l'équipementier Puma pour son club, sachant que plus de 2 tiers de ces commandes auraient bénéficié à l'AS Kaloum au détriment des différentes sélections
sélection nationale de Guinée. Une violation du code de l'éthique de la FIFA selon ses détracteurs. L'affaire pourrait être portée devant la CAF et la FIFA. Exactement. Alors, événement également, ces dernières heures, les quarts de finale aller de Ligue des Champions africaine ont débuté. C'était juste les matchs allés pour l'instant. Oui, effectivement, le choc opposant les Mamelodi Sundowns à l'Espérance Tunis a tourné à l'avantage des Sud-Africains. Victoire 1-0 grâce à un but de Peter Chaloulilé. À noter les 3 autres résultats. Victoire étriquée des Égyptiens d'Al Ahly face aux Soudanais d'Al Hilal. But du latéral droit international Mohamed Hani. 1-0 score final. Grosse performance de l'autre club égyptien puisque Pyramids corrige les Marocains de l'AS FAR. 4-1, doublé de Fiston Mayele, un but d'Ibrahim Adel. Enfin, victoire très importante d'Orlando Pirates au stade du 5 juillet sur la pelouse du Mouloudia Club d'Alger. Réalisme total pour les Sud-Africains qui l'emportent 1-0 grâce à Marwan Kota. Match retour prévu mardi et mercredi. Et puis une information importante qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de la Coupe des Confédérations dont les quarts de finale se jouent également en ce moment. Oui, le tableau de la compétition qui pourrait nous offrir une demi-finale entre l'USM Alger et Berkane. Rappelez-vous, c'était déjà l'affiche la saison dernière, une double confrontation qui finalement ne s'était jamais disputée. L'USMA avait déclaré forfait, qualifiant donc le club marocain pour la finale. La raison de ce forfait, les maillots de Berkane qui montraient une carte du Sahara occidental comme faisant partie intégrante du Maroc. Et à l'époque, la CAF avait donné raison à la Fédération royale marocaine de football et au club de Berkane en validant donc les maillots. Sauf que la Fédération algérienne et l'USMA ont de leur côté porté l'affaire devant le TAS en Suisse. Finalement, près d'un an plus tard, le tribunal arbitral du sport donne raison à la Fédération algérienne de football dans cette affaire qui l'opposait donc à son homologue marocaine, mais aussi à la Confédération africaine de football. Le TAS estime, je cite, que l'image d'une carte territoriale du Maroc intégrant le Sahara occidental sur les maillots litigieux véhicule un message, une manifestation ou propagande à caractère politique, étant donné que cette carte représente l'affirmation d'une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et encore non résolue sur le plan international. On rappelle que l'IFAB, qui régit les lois du football, interdit les maillots et les contenus à caractère politique sur les maillots des joueurs. La décision de la CAF, donc de maintenir l'approbation des maillots, est donc annulée. On rappelle que les deux clubs se retrouveront en demi-finale le 20 avril si Berkane élimine l'ASEC Mimosa et l'USMA domine Constantine. Et puis je vous rappelle également que ça a commencé la CAN U17 qui vient de débuter, la Côte d'Ivoire notamment dans le groupe D avec le Mali, l'Angola et le Centrafrique. S'est imposé 6-1 contre donc le Centrafrique. Merci Malik Traoré, c'était un plaisir de t'avoir. Toi aussi, quand tu viens à Paris ou quand on vient à Abidjan, on se voit, on va au restaurant et puis on fait une belle émission ensemble. Malik Traoré, journaliste de la chaîne NC, connaît très bien Paris. Avec plaisir, je te ramène le nouveau maillot. Ah ouais, avec plaisir. Un vrai, parce que celui-ci, il est pas très orange en fait, quoi. Merci Malik. Sans faute. Embrasse la Côte d'Ivoire. Merci Malik. C'est terminé pour ce podcast After Afrique. Merci Hamza. Rendez-vous dans 15 jours avec Gilbert Brébois pour un nouveau numéro. Merci à toute l'équipe technique également, Brian Levavasseur et Najib Boulawin. À tout de suite. À très bientôt. RMC After Afrique.